Mon nom est Pierre. Je suis simplement un travailleur de bureau moyen. Je ne suis pas vraiment dans la mise en valeur, alors je suis assez calme au bureau. Je me contente de faire le travail qui est donné, et si je le termine sans erreur, je considère qu'il s'agit d'un travail bien fait. Alors que mes collègues se débattent pour gravir les échelons de la hiérarchie d'entreprise, je ne suis pas vraiment intéressé par les promotions. Je souhaite simplement une journée paisible, chaque jour. Heureusement, je me suis retrouvé à travailler pour une grande entreprise de premier ordre. Je dois rarement faire des heures supplémentaires et je pense que mon salaire est assez décent par rapport à d'autres personnes de mon âge. Mes journées sont plutôt les mêmes. Je vais travailler et je rentre chez moi tous les jours. Cuisiner un repas simple, apprécier mon dîner tout en regardant la télévision, puis me coucher. Mais peut-être que cette vie monotone est ce que signifie le bonheur, c'est ce que je me suis dit. Je n'ai plus de famille. Mes deux parents sont décédés. Je me souviens encore de ce moment. J'étais en 2e année. Ce jour-là, mes deux parents avaient congé et ils sont sortis dans leur voiture en disant qu'ils avaient beaucoup de courses à faire. Ils ont dit qu'ils seraient de retour au moment où je rentrerais de l'école, mais ils n'étaient pas rentrés le soir. Alors que la nuit tombait, une dame voisine, Madame Wilson, s'est approchée de moi. Je m'étais assis devant la maison pendant des heures, alors elle a probablement été inquiète. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a emmené au commissariat de police voisin. Je ne sais pas ce que Madame Wilson leur a dit, mais je me souviens que les policiers se sont brusquement affairés. Ils m'ont dit que mes parents auraient peut-être été victimes d'un accident. J'ai été emmené à l'hôpital par la police. Cependant, à mon arrivée, on m'a appris la terrible nouvelle que mes deux parents étaient décédés. La seule chose dont je me souvienne de l'hôpital, c'est de voir les corps de ma mère et de mon père. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après, comme les funérailles ou ce qui est arrivé à notre maison. Peut-être que le choc a été trop grand, car il me semble avoir perdu une partie de mes souvenirs. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais dans un orphelinat. Je n'avais pas de grands-parents ou de parents, alors je n'avais nulle part où aller. Il y avait d'autres enfants dans l'établissement, mais je n'ai pas vraiment interagi avec eux. Je suivais simplement les règles établies par le personnel et je restais à moi-même. Je suis resté à l'orphelinat jusqu'à ce que j'ai 18 ans et je suis parti après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. Je suis devenu moins bavard après le décès de mes parents, et cela n'a pas changé même à l'âge adulte. Je suis devenu moins bavard après le décès de mes parents, et cela n'a pas changé même à l'âge adulte. Je pense que j'ai toujours évité d'interagir avec les gens. Être mauvais pour exprimer mes émotions n'a probablement pas aidé. Je n'ai jamais vraiment eu d'amis proches, sans parler d'un partenaire significatif, principalement juste des connaissances. Je pensais toujours que je finirais probablement seul, et je m'en accommodais. Même si je vivais une vie ordinaire, quelque chose d'inattendu s'est produit un jour. Je ne l'oublierai jamais, c'était quand j'avais 30 ans. Ce jour-là, je travaillais comme d'habitude. Les choses se passaient bien, et j'avais plutôt une journée détendue. J'ai décidé de me procurer des fournitures de bureau dans l'armoire à fournitures. À ma grande surprise, nous manquions de beaucoup d'articles. Normalement, les nouveaux employés se chargeraient de réapprovisionner les fournitures, mais je me suis dit, comme j'avais un peu de temps, pourquoi ne pas le faire moi-même? Donc, je dis, j'ai un peu de temps libre, je vais chercher les fournitures, et je me suis dirigé vers la salle des fournitures. En allumant la lumière et en entrant dans la pièce, je me suis mis à charger un chariot avec des fournitures à partir de ma liste. Puis, une femme d'un autre service est entrée. Nos regards se sont croisés, et nous nous sommes salués poliment. Waouh, une belle fille vient d'entrer. C'est ce qui m'est venu à l'esprit instantanément. Ce n'était pas un coup de foudre ou quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé à me demander, est-elle du prochain département? Je ne me souviens pas d'une fille aussi jolie travaillant ici. En y regardant de plus près, elle avait ses jolis grains de beauté sous les yeux, ce qui rendait ses yeux déjà colses encore plus attrayants.
Non, non, ne continue pas à la regarder. Ce serait tellement gênant si elle me remarquait. Je me suis rendu compte que je la regardais sans le vouloir et j'ai ressenti un sentiment de gêne. Je me suis repris en prenant une brève inspiration profonde et en me composant pour continuer à collecter les fournitures. Mais ensuite, c'est arrivé. Soudain, il y a eu un grondement profond, suivi d'un fort tremblement de gauche à droite. C'était un séisme. Le tremblement s'est intensifié. Étant dans la salle des fournitures, il y avait un risque élevé que des choses tombent. L'endroit où elle et moi étions situés était à l'arrière de la salle des fournitures. La sortie était trop loin, et avec les secousses intenses, il m'a semblé trop risqué de me précipiter. Couvrez votre tête. Utilisez un panier ou retournez une boîte à l'envers et protégez-vous. J'ai crié instinctivement. Le tremblement m'a semblé durer une éternité, mais grâce au rayonnage fixe dans la réserve, une catastrophe majeure a été évitée. Des fournitures étaient éparpillées partout, mais aucun de nous n'a été blessé. Vous allez bien? Je me suis précipité et lui ai demandé. Oui, ça a été assez impressionnant. Ça a duré un moment, n'est-ce pas? C'est un peu le désordre ici, mais peut-être devrions-nous sortir d'abord et vérifier les autres. Préoccupé par d'éventuelles répliques et avec la porte de la réserve toujours fermée, je me suis dirigé vers la porte. Oh, excusez-moi. Elle s'est cognée dans mon dos. Quelque chose ne va pas? Ah, je vois. À notre grande incrédulité, des caisses en carton qui étaient empilées près de la porte s'étaient effondrées, bloquant notre sortie et le chemin vers la porte. Pire encore, il semblait qu'une caisse s'était ouverte, répandant des articles promotionnels partout. On ne peut pas sortir par là. Devrions-nous nettoyer cela? Elle a accepté d'un signe de tête. J'ai commencé à déplacer les caisses plus lourdes, lui demandant de ramasser les articles promotionnels plus légers. Pourquoi diable cela a-t-il dû boucher là? Porte, a-t-elle protesté, mais a continué à placer soigneusement les objets éparpillés dans les caisses. Accrochez-vous encore un peu. Nous allons bientôt dégager un chemin vers la porte. J'ai remonté mes manches, prêt pour des efforts physiques. Bon, une fois que nous aurons déplacé cela, nous pourrons ouvrir la porte. Enfin, nous avons dégagé un chemin vers la porte. Pensant que nous pouvions enfin partir, j'ai tourné la poignée de la porte est poussée. Bruit sourd. Un bruit sourd a résonné, et malgré plusieurs tentatives, la porte ne s'est ouverte que de quelques pouces. Ce n'est pas beau? J'ai murmuré à moi-même. En regardant par la petite ouverture de la porte, j'ai vu un chariot chargé de fournitures bloquant la porte de l'autre côté. D'autres boîtes étaient renversées dans le couloir, rendant encore plus difficile l'accès. Les boîtes en carton et le chariot s'étaient coincés de manière à ce que la porte ne s'ouvre pas. J'ai essayé de pousser la porte plusieurs fois, mais elle ne bougeait pas. Nous sommes coincés. J'ai soupiré, ressentant un sentiment d'impuissance. Mais, d'un autre côté, d'autres collègues sont toujours autour. Quelqu'un finira par venir. Alors, j'ai décidé de faire équipe avec elle et de commencer à nettoyer les objets promotionnels et les fournitures éparpillées. J'ai continué en rangeant les articles promotionnels et les fournitures éparpillées. Nous sommes vraiment coincés, hein? Oui, je l'ai vraiment pensé. J'ai répondu, riant. Cependant, notre conversation a été brève. Nous avons continué notre tâche en silence, pensant que nous étions presque terminés. Alors que je pensais que nous étions presque terminés, un saut de grognement incontestable a brisé le silence. Je me suis tourné vers le son. Elle a eu l'air embarrassée en tenant son ventre. C'était à moi. Tu l'as entendu? Son visage est devenu écarlate d'embarras. Oui, je l'ai entendu haut et fort. Je l'ai dit honnêtement, et nous avons tous les deux éclaté de rire. Bien que nous soyons des étrangers, ce petit moment de rire a allégé l'ambiance. Pendant que nous continuions à ranger, nous avons un peu discuté et partagé nos noms et nos départements. Son nom était Juliette, 4 ans plus jeune que moi, et elle travaillait dans le département voisin. Alors que nous parlions, une voix de l'autre côté de la porte a appelé « Est-ce que quelqu'un est là ?» En regardant par l'écart de la porte, une voix a dit « Attendez,
nous allons dégager le passage. Quelques personnes ont déplacé des chariots et d'autres obstacles, nous permettant de sortir en toute sécurité. Heureusement, les dommages causés par le tremblement de terre ont été minimes, juste quelques objets sont tombés des étagères et des bureaux. D'ici le lendemain, nous étions de retour à la normale. À partir de ce moment-là, mes journées ont été remplies de travail de routine. Pourtant, je rencontrais souvent Juliette, que j'avais rencontrée dans le magasin, dans les couloirs, le hall, ou la cafétéria du personnel. Je ne m'en étais pas rendu compte auparavant, mais nous nous étions croisés fréquemment dans l'entreprise. Nous avons commencé à nous saluer chaque fois que nous nous rencontrions. Un jour pendant le déjeuner, alors que je mangeais dans la cantine, Juliette s'est approchée en demandant « Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ?» Nous avons saisi cette occasion pour exprimer notre gratitude pour le jour où nous avons été coincés ensemble. Juliette a également voulu me remercier en disant « Je suis tellement heureuse que tu sois là avec moi ce jour-là. Je ne suis pas sûre que je pourrais être sortie si j'étais seule dans la salle de stockage. Tu m'as vraiment sauvée. » À partir de ce moment-là, j'ai souvent discuté avec Juliette. En raison de nos pauses déjeuner qui se chevauchaient fréquemment, nous mangions souvent ensemble ou prenions du café ensuite. Bien que je sois toujours un peu timide et luttais pour converser, Juliette a toujours été proactive pour entamer des conversations, donc il n'y a jamais eu de temps mort. Finalement, nous avons commencé à dîner dehors de temps en temps. Cela semblait étrange pour un type timide comme moi de sortir et de m'engager dans tant de conversations. Pourtant, j'ai simplement accroché avec Juliette. Après l'un de nos repas, Juliette s'est ouverte sur ses sentiments envers moi. C'était la première fois que quelqu'un me faisait une telle déclaration. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé mes propres sentiments. Peu de temps après, Juliette et moi avons commencé à sortir ensemble. Les choses ont évolué rapidement et avant que nous le sachions, nous parlions de mariage. Après une proposition réussie, j'ai rendu visite aux parents de Juliette. Le jour de la visite, les parents de Juliette, qui vivaient également avec son frère aîné et sa femme, nous ont accueillis chaleureusement, me faisant me sentir comme chez moi. Alors que je prévoyais une brève visite, ils ont insisté pour dîner ensemble, me faisant me sentir comme chez moi. En tant qu'homme de peu de mots, je n'ai à peine répondu aux questions de la famille. Ils ont même demandé des nouvelles de ma famille. J'ai répondu honnêtement à toutes leurs questions. Cependant, quelques jours après la visite, j'ai reçu un message de Juliette. Apparemment, Hélène, la belle-sœur de Juliette, voulait me parler. Je me demandais s'il pouvait être contre notre mariage, mais ce n'était pas le cas. On m'a dit que nous allions en discuter en personne, donc une réunion a été organisée entre Juliette, Hélène et moi. Le jour prévu, nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Laissez-moi aller droit au but. Regardez ces photos. Cette femme ressemble-t-elle à votre mère? Cette femme, c'est ma mère. J'ai essayé d'organiser mes pensées en écoutant l'histoire de Juliette. Juliette avait été informée qu'elle était orpheline et avait été élevée par ses grands-parents. Un jour, en rangeant, elle a trouvé une photographie. Lorsqu'elle l'a montrée à sa grand-mère, elle a hésité au début, mais elle a finalement admis que la femme de la photo était la mère de Juliette. Juliette a également été informée de la raison pour laquelle elle avait été séparée de ses parents. Par la suite, en jonglant avec des emplois et ayant abandonné le lycée, elle a confié la garde des enfants à des crèches ou à ses parents. Le père, quant à lui, a continué à fréquenter le lycée tout en travaillant à temps partiel pour joindre les deux bouts. Les deux étaient réellement engagés à élever leur enfant, avec des chats. Malgré les objections persistantes des grands-parents, le jeune couple avait décidé qu'ils se marieraient une fois qu'ils auraient 18 ans. Puis, Juliette est née. Cette naissance a eu lieu lorsque les deux parents avaient 18 ans et ils avaient l'intention de s'inscrire pour se marier cette même année. La nouvelle a rendu les grands-parents furieux, mais le bébé est finalement né. Cependant, les grands-parents se sont farouchement opposés, en particulier contre le père, qu'ils percevaient comme le coupable de la grossesse adolescente de leur fille. Les frictions sont devenues monnaie courante, principalement concernant l'avenir des enfants et la garde. Ils auraient primandé leur jeune fille, en disant souvent, « Tu es juste une enfant qui a eu un enfant. » Écoute ce que nous disons. Pourtant, la mère déterminée, visant à garder sa famille intacte,
a été accueilli par un dur, laisse les enfants et part. Tu es déshérité. De nombreuses tentatives de réconciliation ont été faites, et elle a essayé d'emmener ses enfants avec elle, mais les grands-parents ont maintenu leur position. Au final, elle s'était aliénée sans aucun contact avec ses enfants. J'ai été choquée d'apprendre le passé tumultueux de mes parents et le fait que j'y avais un frère ou une sœur, ce qui était une révélation pour moi. Incidemment, le grand-père est décédé depuis, et la grand-mère, bien qu'elle soit toujours en vie, est maintenant dans une maison de retraite. Hélène, sans mentionner quoi que ce soit sur moi, avait de nouveau demandé des nouvelles de sa mère. De plus, étant donné que notre nom de famille de grand-mère était assez unique, elle en était certaine, ils étaient liés par le sang. La semaine suivante, avec Juliette et Hélène, avons visité la maison d'enfance de notre mère. Actuellement, la famille de mon frère aîné habite dans la maison de notre grand-mère, et c'était la première fois que je le rencontrais. Ensuite, Hélène et moi sommes allés dans la maison de retraite où notre grand-mère résidait. Bien que réticents à la rencontrer au début, nous avons décidé d'avoir une conversation. Au début, notre grand-mère ne pouvait pas croire mon existence et en était surprise, mais en remarquant la ressemblance que je portais sur ma mère, elle a mentionné à quel point je ressemblais à elle. Notre grand-mère ignorait que ma mère avait épousé mon père et n'avait certainement aucune connaissance de l'accident tragique de voiture qui avait pris la vie de ma mère. Entendant cela, des larmes ont coulé sur le visage de notre grand-mère. Elle regrettait profondément avoir renié sa fille en raison de l'orgueil parental et a exprimé son désir de s'excuser si elle avait la chance de la rencontrer à nouveau. Cette chance de rencontrer à nouveau sa fille. L'année où j'ai rencontré Sarah n'était pas seulement significative pour rencontrer Juliette mais aussi pour découvrir et me connecter avec des parents sanguins comme mes frères et sœurs Emma. Grand-mère. Quelques années plus tard. Tata. Non. Tata joue avec moi. Tata. D'accord, jouons tous ensemble, d'accord? J'étais entourée par mes enfants, incapables de bouger. Mes enfants adorent vraiment leur papa, hein? Et ne me lancez pas sur moi. Je suis folle de lui aussi. Sarah a plaisanté en menaçant également. Allez, Sarah, pas toi aussi. Tout le monde rit et s'accroche à moi. Maintenant, à 38 ans, je vis une vie animée avec mes 3 fils bien-aimés et ma chère épouse, Juliette. Et nous attendons bientôt notre 4e enfant. Depuis, je suis en contact avec ma sœur qui vit à proximité, et ses 3 fils et mes enfants jouent ensemble comme s'ils étaient frères et sœurs. Nous, ainsi que la famille de ma sœur, le visitons annuellement pendant les vacances d'été, sans faute. Bien que mon frère aîné vive loin, nous, ainsi que la famille de ma sœur, le visitons annuellement pendant les vacances d'été, sans faute. Intéressant, mon frère et moi avons des traits faciaux similaires, et encore plus intriguant est à quel point les enfants de mon frère me ressemblent, moi quand j'étais plus jeune. Lorsque nous regardons de près, tous les enfants partagent des similitudes frappantes. Nous avons tous l'air d'être nés des mêmes parents. Nous plaisantons souvent. Le lien du sang est vraiment mystérieux. Malgré le fait de ne jamais avoir vécu ensemble avec mes frères et sœurs, nos interactions se sont senties naturelles dès le début. Compte tenu de mon incapacité à interagir socialement, le fait que je puisse interagir facilement avec mes frères et sœurs me surprend. Ayant autrefois cru que je vivrais une vie de solitude, je ne m'étais jamais imaginé que dans quelques années, je serais entouré de la chaleur d'une famille. La vie est vraiment imprévisible. Je vise à apprécier ce bonheur inattendu.